Alors, d'abord, j'ai entendu que le capitaine Ibrahim Traoré, je vais voir si je peux retrouver ça pour vous. On va commencer avec le Burkina, la dissolution du gouvernement. Je vais voir comment on va rapidement rentrer dans le vif du sujet avec la dissolution du gouvernement. D'accord, on va écouter ça rapidement, je vous en prie. Président du Faso, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024, décrète. Article 1. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre. Article 2. Le gouvernement est dissous. Article 3. Les membres du gouvernement dissous expédient les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 6 décembre 2024, signé le 4. Alors, je ne sais pas quelle interprétation les gens vont donner. C'est pourquoi, par rapport à ce petit minable dont le nom commence par Y-A-N-I-C-K, et c'était Yannick, qui s'est cru assez intelligent. C'est pourquoi je dis, quand vous allez à l'école du petit blanc, et puis vous dites, vous avez diplôme là. À cause de Dieu, votre diplôme là, gardez ça pour vos familles, vos enfants, ou bien votre salon. Hein? Mettez ça dans un cadre, et puis j'ai accroché ça dans votre salon, ou dans votre bureau. Mais quand vous venez à moi, le baobab de Dieu, je vous demande pardon, j'ai pas envie d'humilier quelqu'un. Je ne suis pas le plus fort, ni le plus intelligent. Patate, c'est une arrogance que je ne me permettrai pas. Mais si vous me poussez à bout, le petit que je connais, je vais vous montrer ça. Il se peut que vous soyez plus fort. Mais en tout cas, je vais montrer pour moi. Parce que chez moi, le crédit, ça reste pas à l'étranger. Alors, quand vous venez raconter vos vies de merde, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que vous êtes assis chez les Blancs à travailler comme des animaux, comme des moutons. J'ai cassé caillou là-bas. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne travaillais pas comme un mouton. J'étais traité avec respect et considération. C'est pourquoi j'ai juré. Le jour que j'ai quitté les États-Unis, si je vais en Afrique, je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. Je travaille à mon propre compte. Parce que j'ai suffisamment appris. Dieu m'a fait suffisamment de faveurs. Ce n'est pas pour venir décevoir Dieu encore pour travailler pour quelqu'un. Ce sera compliqué pour moi. Parce qu'on n'aura pas la même vision, la même philosophie. Donc quand des petites merdes permettent d'avoir votre contact et puis croient qu'ils connaissent quelque chose, en réalité, ils ne connaissent rien, ils viennent étaler la médiocrité. Alors, s'il est là, qu'il écoute, parce que je suis sûr qu'il a reçu mon message. J'ai cherché son nom tout à l'heure, j'ai pas vu, il semblerait qu'il a effacé, il m'a bloqué en même temps, parce que le message que j'ai envoyé, c'était pas pour les enfants. Alors, pourquoi la dissolution du gouvernement du Burkina Faso? Si je vous dis, j'ai les raisons pour lesquelles le gouvernement a été dissous, je serai un menteur. La preuve, qu'il ne connaît pas tout. Et quand il ne connaît pas, il n'a pas honte. Il dit, je ne connais pas. Ça, c'est la force que Dieu m'a donnée. Je ne connais pas, je ne connais pas. Je connais, je tape ma poitrine. Pourquoi elle a été dissous, le gouvernement au Faso, je ne sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu ou entendu des erreurs qui auraient été commises. Mais, il y a des procès qui sont en cours. Et quand les procès sont en cours, il est difficile de vouloir s'hasarder à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a des procès par rapport à des Burkinabés qui ont pris la décision sur eux-mêmes de détourner. Je peux dire que j'ai un peu pressenti, mais je n'ai pas fait beaucoup attention. Pourquoi j'ai un peu pressenti? Je ne serai pas long, hein. Je vais vous donner juste, peut-être qu'après, les raisons vont sortir ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ma petite position que je donne. Si les raisons sortent, alhamdoulilah, on va essayer de mieux comprendre.
le président Ibrahim a dit, on a pris le temps d'avertir, d'informer, maintenant on va agir. Et moi, je pense en ce qui me concerne que quand chaque fois le président sort et puis il dit, on a trop averti, on a trop interpellé, il est temps d'agir. La question que je me pose, est-ce que le Premier ministre a pleinement joué son rôle? C'est la question qu'on peut se poser nous tous. Est-ce que le Premier ministre a été à la hauteur? Est-ce que le Premier ministre a fait ce qu'il devait être fait? Parce que chaque fois si le président sort et puis il tient des propos, il dit des choses, pour moi, quel que soit le Premier ministre, quel que soit le travail extraordinaire qu'il fait, il doit prêter une oreille attentive à ce que son patron et son président disent. Malheureusement, nos premiers ministres, à l'exception peut-être de la ministre, je ne sais pas, sinon l'autre que vous connaissez qui est parti, et puis celui-ci qui vient de partir, je pense que ils n'ont pas trop tiré les leçons chaque fois que les présidents sortent pour parler. Et moi, je dis qu'un Premier ministre, tu écoutes ton président. Moi, j'avais cette petite chance. Je reviens sur moi encore parce que c'est plus facile de prendre l'exemple sur moi que sur quelqu'un d'autre. Chaque fois que mes patrons, pas ici, là-bas, chaque fois qu'ils disaient des choses qui n'avaient aucun rapport avec moi, et des gens qui n'étaient pas sous ma responsabilité, des petits Américains, mais des petits Américains qui avaient des attitudes que personnellement, je ne dénonçais pas, puisqu'ils ne rentraient pas dans mon domaine. J'ai un département, ils ne rentrent pas dedans, je ne rentre pas dans leur département. Mais chaque fois que mes patrons viennent et puis ils parlent, je leur disais toujours, est-ce que vous écoutez ce que vos patrons vous disent? Ce que vous êtes en train de faire, ils savent. Il faut arrêter ça. Alors que je n'étais pas leur chef hiérarchique direct. Et d'ailleurs, c'est à cause des conseils que je donnais que les petits là, ils avaient monté un coup contre moi. Et ce jour-là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je remercie Dieu. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient à l'origine, je leur ai dit seulement une chose. À moins que je ne serve pas le bon Dieu, et à moins que je ne sois pas innocent. Si je suis innocent, et que je sers le véritable Dieu, que je ne vous ai pas fait de tort, je ne vous donne pas au maximum 3 mois ici. Et généralement, c'est ce que je dis aux gens. 3 mois, maximum 6 mois. Vous allez partir, mais pas moi. Dieu sait combien de mois vous allez. Effectivement, à peine 1 mois, j'arrive un jour, même pas 1 mois, hein. J'arrive un jour, ils ont tous été liquidés, on les a tous chassés. C'est là qu'un de mes patrons m'appelle pour dire, est-ce que toi tu es un diable ou tu es un génie? Je dis, je suis ni l'un ni l'autre. Quand vous servez Dieu, Dieu est à vos côtés. Je suis intervenu dans un domaine qui n'était pas le mien, dans l'intérêt général de l'entreprise. C'est pourquoi j'avais cette respectabilité avec mes patrons, parce qu'ils disent que j'agissais, c'est comme la chose était pour moi-même. Et ils n'avaient pas vraiment vu quelqu'un travailler et puis prendre la chose comme sa chose. Et c'est comme ça que je suis. Quand je suis dans une relation professionnelle, je fais comme si c'est pour moi-même. Alors, quand le président Ibrahim sort une fois, il dit arrêtez. 2 fois arrêtez. 3 fois arrêtez. Bon, moi je me dis, je ne sais pas, je ne vais pas interpréter ça ici pour la stratégie ou pas, je ne rentre pas dedans. Donc, pour moi, s'il n'y a pas eu, le président peut se poser la question, est-ce que mon premier ministre m'écoute? Et ça peut être une réflexion du président. Est-ce qu'il m'écoute? Ça, c'est autre chose. Mais je ne dis pas que c'est la raison. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, il est important que les premiers ministres prêtent une oreille quand le président parle. Première réflexion. Deuxième réflexion. On rentre dans une phase critique de notre transition. Et on n'a pas besoin de distraction, c'est-à-dire de civil à un poste où les gens pourraient peut-être vraisemblablement ne pas trop le prendre au sérieux et faire ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être
qu'il veut un militaire à ce poste. Un militaire pour instaurer l'ordre, pour que le Burkina soit, enfin, pour que l'agenda qu'ils ont soit un succès. Cela ne veut pas dire qu'un civil ne peut pas être premier ministre, ou un civil ne doit pas être premier ministre, ou un civil ne peut pas. Mais soyons d'accord et arrêtons de nous blaguer. Dans les trois gouvernements, vous allez voir les gens insulter plus les civils, mais rarement s'attaquer aux militaires. C'est une réalité. Parce que là-bas, là, il n'y a pas cadeau. Le militaire, il n'est pas dans les petits jeux des civils. Donc, je me dis peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais personnellement, je ne sais pas trop. Seuls ceux qui sont dans le secret des dieux au Burkina, peut-être pourront nous dire exactement pourquoi. C'est quelqu'un, Apollinaire, que je respectais beaucoup. Enfin, que je respecte, que j'admire. Certes, il n'était pas militaire, mais il avait le charisme d'un militaire. C'était un homme qui ne marchait pas ses mots. C'était un homme qui était vraiment droit dans ses bottes. Mais souvent, il y a cette expression qu'on nous dit, nos parents, nous qui avons connu la grâce d'être élevés par des parents d'une autre époque. Ils disent, ce qui se passe entre un homme et sa femme dans une chambre, à part Dieu, si tu mets ta bouche là, tu es menteur. La femme va donner les faits selon sa version, ce qui l'arrange. L'homme va donner sa version selon ce qui l'arrange. Mais c'est Dieu seul qui sait la vérité entre les deux. Qui ment, c'est Dieu seul qui sait. Maintenant, si toi tu veux t'appuyer sur l'un ou l'autre, tu vas commettre un crime. Tu vois. Donc, je pense que dans une situation pareille, contrairement au cas du Mali, où il y a eu insubordination, où il y a eu des choses que le monde entier a déploré, même ceux qui ne soutiennent pas la transition malienne ont déploré les propos tenus par notre ancien Premier ministre. Alors, les gens pensent forcément qu'il faut des civils à la primature, ce qui est absolument faux. C'est faux. Vous n'avez pas... C'est-à-dire que quand moi je vais marier une femme, et puis je vais me cacher derrière soit un de mes frères, un de mes cousins, ou un ami. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je vais marier la femme, je vais. Elle accepte et elle refuse. C'est son choix. Je respecterai son choix. Mais je ne vais pas me cacher derrière quelqu'un. Si j'ai pris la résolution d'aller. Alors, c'est le mensonge qu'on nous a servi bien trop longtemps. Si on fait un coup d'État, il faut un civil Premier ministre. Pour faire plaisir à qui? Et ce Premier ministre-là, quand vous faites ce qu'il demande, après vous venez vous dire, donnez plein pouvoir au Premier ministre. C'est pas ce qui s'est passé avec Aya Sanogo. On dit plein pouvoir aux choses à, quoi là, il s'appelle quoi là, Modibo Diarra ou bien Modibo quoi là, l'astrophysicien malien là, qui était le Premier ministre d'Aya Sanogo. On dit un Premier ministre a un plein pouvoir. Parce qu'on veut dépouiller les militaires de toutes les responsabilités. Parce que les militaires, ils ont une façon directe de voir et de faire les choses. Et c'est totalement différent. Donc, on veut toujours qu'un civil soit là, parce que c'est facile de manipuler un civil, mais je ne dis pas tous les civils. Mais seulement, je ne sais pas jusqu'à la date d'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles Apollinaire a été remercié, je ne sais pas, celui Ibrahim sait, mais il serait aussi hasardeux de vouloir accuser Ibrahim, de vouloir dire qu'on n'est pas d'accord avec le choix d'Ibrahim. Et vous savez qu'Ibrahim, il prend son temps. C'est quoi ça là-bas? Ibrahim, il prend son temps pour agir. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Parce que si Ibrahim n'avait certainement pas, peut-être qu'il y a quelque chose sur laquelle il a interpellé son ministre, son Premier ministre, peut-être. Les histoires de détournement, d'ailleurs, c'est pas les seuls cas, hein. Il y a beaucoup d'autres cas. Peut-être que je sais pas trop, mais espérons tout simplement que les choses se passent pour le mieux. Ouais. Je pense que ce sera mieux. Mais on reste à l'écoute.
On reste à l'écoute pour voir exactement ce qui s'est passé. Alors, cela me permet de rentrer de plein pied dans cette histoire de EDM. Et cela me permet aussi, avant de parler de l'EDM au Mali, la libération des leaders politiques. Des interprétations sont en train d'être données. Chacun est libre, comme je le dis toujours. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais seule la conscience du président et de son premier ministre, l'histoire donnera raison. Seule la conscience du président et de son premier ministre. Ils ont décidé quelque chose. Non pas parce que ceux qui sont en détention, enfin, qui étaient en détention, étaient dans une sorte de détention illégale. Non. Ils ont fait quelque chose. On leur a reproché quelque chose. Sinon, pourquoi ne pas enfermer tout le Mali? Alors, si le Premier ministre est venu, la libération de ces prisonniers politiques-là, il a eu le courage de dire à son président comment il veut gérer sa primature. Comment il veut gérer la primature au niveau national. Il dit à son président, je voudrais qu'on fasse table rase et qu'on parte sur de nouvelles bases. Je voudrais que, pour le moment, je ne dis pas qu'ils sont innocents. C'est la justice, il appartient à la justice de déterminer leur degré de culpabilité. Mais, pour donner plus de chance à cette transition, non pas que s'ils sont en prison, la transition va échouer, pas du tout. Non pas que s'ils sont en prison, on n'organisera pas d'élection, pas du tout. Les prisons, c'est pas fait pour les animaux. Il dit, mais je souhaite que cette primature que tu m'as confiée, je voudrais partir sur une base, une nouvelle base avec ces politiciens-là. Donc, permets-moi, monsieur le président, mon général, permets-moi que ces gens-là retrouvent la liberté. C'est ce que je demande. Première action. Est-ce que ce qu'Abdoulaye Maïga a fait, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un signe de faiblesse? J'ai toujours dit, les grands de ce temps ne sont pas ceux qui crient, qui insultent tous les jours, mais dire un petit bâtard n'est pas une insulte. Je fais partie des grands hommes, donc je me considère comme un grand, même si je dis petit bâtard, c'est pas une insulte, c'est un fait. Ah, Keïta, toi tu es trop fort, laissez ça tomber. Alors, donc, il dit, les grands hommes, c'est ceux qui ont la douleur au-dedans d'eux, mais ils mettent cette douleur-là de côté, et puis ils posent des actes pour le bien de tous. Ils nous ont attaqué, monsieur le président, et ils vous ont attaqué. Le Mali en a souffert. Mettons de côté ces attaques-là. Donnons-leur une chance. Que le Mali les découvre. S'ils sont réellement pour le Mali, ils sauront ce qu'il faut faire. S'ils veulent récidiver, comme un cancer qui est métastasé, alors, seul le cancer métastasé revient. Mais notre produit, tous les produits TTP, les produits TTC, c'est-à-dire tout type de cancer, nous on traite, on guérit et puis on tue le microbe du cancer. J'ai le produit. Les preuves sont établies, les témoignages sont là. Donc tue le cancer. Donc, s'ils veulent récidiver, s'ils veulent se métastaser comme le cancer, ça dépend d'eux. S'ils veulent faire la politique avec intelligence, ils auront toute la gloire, ils auront tout l'accompagnement de Dieu, ils auront le soutien du peuple malien. Mais s'ils croient que se rebeller contre l'autorité militaire, les autorités, ceux qui sont à la transition, s'ils croient que c'est gagner la confiance du peuple, ils ont tapé au poteau. Ça ne marchera pas. Parce que les manipulations des politiciens, on en a connu. Et le plus grand manipulateur de tous les temps aujourd'hui a vu son gouvernement dissous. Je parle de Macron. Le petit Macron. Ce petit, c'est tellement dévergondé, c'est pas une insulte, c'est un fait.
Il a cru qu'aucune alliance, alors moi je vais vous raconter, je vais vous expliquer un peu et puis on tombe dans EDM. En France, chaque fois que Marine Le Pen se trouve face à Macron, elle est diabolisée. On ne lui donne même pas la chance de regarder ce dont elle est capable. On transgresse sa vision patriotique, nationaliste. Est-ce que c'est un crime d'être un patriote? Est-ce que c'est un crime d'être un nationaliste? Pas du tout. À 2 reprises, elle a été sanctionnée par les politiciens qui ont demandé aux autres, non, non, c'est le diable en question. Cette année, aux Européennes, elle vient en tête avec son mouvement. Macron dissout l'Assemblée nationale. Ils vont aux élections anticipées. Au moment où son mouvement est sur le point encore d'être majeur, sinon gagner la majorité absolue, il y a des désistements, il y a des attaques. Même les anciens présidents, tous, même ceux qui étaient dans leur tombe, on les a réveillés pour les mettre sur les plateaux de télévision. Même les cadavres ont parlé. Même les morts ont diabolisé Marine Le Pen. Et elle perd la majorité absolue. La nouvelle force, quoi, la même là, les gens de Jean-Luc Mélenchon, là, ils viennent, mais tous viennent avec une majorité relative. Donc, ils n'ont pas la majorité absolue. Et, elle, comme elle est patriote, elle soutient le candidat de Macron, la dame là, qui est encore élue présidente de l'Assemblée nationale. Macron ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Ou cette fois-ci, c'est lui-même qui démissionne. Donc, il a déjà parlé. Il dit, il ne va pas démissionner. Donc, bonsoir à toi depuis ce soir. Alors, on continue encore. Donc, merci du côté de YouTube. C'est vrai que ils avaient voulu gérer votre histoire de choses là, mais on m'a demandé de monétiser d'abord la page pour que vous puissiez avoir accès, enfin, pour que le paramétrage du commentaire soit activé. Mais je suis un peu paresseux parce que je voudrais pas qu'on pense que c'est à cause de l'argent que je suis sur YouTube. Mais il y a un de mes petits en France qui a fait le plus gros du boulot, ça reste une petite partie seulement. Ça fait 2 semaines, il me court après. J'ai pas le temps de m'asseoir pour permettre au petit de finir son boulot. Donc, rapidement, à cause de vous qui n'arrivez pas à commenter, je vais paramétrer rapidement, hein, même si c'est pour, comment vous dites ça? Si c'est pour me monétiser, c'est pas grave. L'essentiel que vous puissiez, faire des commentaires. Donc, il fallait plus, je vous demande pardon au niveau de YouTube, ça va venir. D'accord? Voilà. Je ferai tout ce week-end-là avec le gars, pour qu'on puisse finir la dernière partie, pour que vous puissiez faire vos commentaires. Alors, donc, elle dit d'accord, elle fait passer le choix de Macron à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle rencontre le Premier ministre choisi par Macron, elle est même d'accord. Elle va contre même la nouvelle force populaire ou bien quoi là, les gens de Mélenchon là. Elle dit, je vous soutiens pas. Mais seuls eux ne peuvent pas faire grand chose à l'Assemblée nationale. Parce que dès la nomination du monsieur, ils ont mis leur veto. Le veto est tombé. Mais, cette fois-ci, elle a dit quoi? Elle dit, il y a beaucoup de gouvernements qui sont tombés, hein. C'est pas au Burkina seulement, hein. C'est pas au Mali seulement, il y a beaucoup de gouvernements qui sont en train de tomber cette fin d'année-là. Vous allez entendre encore d'autres gouvernements qui vont tomber encore. Alors, elle dit, nous, on avait demandé quelque chose au Premier ministre. Et, pourquoi je vous explique ça, cette histoire de la France-là? Je vous en prie, écoutez bien. Nous, on avait demandé au Premier ministre certaines choses. 3, pas au maximum. 3 petites choses. Il faut pas alléger la tâche des retraités. Et puis, elle a dit 2 autres choses là. Parce que j'ai suivi tout ça. Moi, vous savez, je me forme beaucoup là-bas aussi. Aux États-Unis, en Europe, quand il y a quelque chose, je vais pas écouter. Dieu merci, je comprends au moins 2 ou 3 langues. Donc, je vais tout écouter. Alors, là-bas, le Premier ministre s'est amusé avec elle. Elle dit, je t'ai prévenu. Parce que, dans la petite tête malade de Macron, jamais le Rassemblement national va s'allier à la nouvelle force populaire contre le Macron. Voilà comment les gens comprennent la démocratie. Voilà comment ils ont compris. Elle a dit, vous avez tout faux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a étonné
tous les observateurs, parce qu'il y a des gens qui ont juré sur la tête de leur papa et leur maman, il y a des gens qui ont juré sur le nom de Dieu que jamais le Rassemblement national ne va appuyer la motion de censure de la nouvelle force populaire, quelque chose comme ça. Mais c'était mal connaître la politique. La politique a ses réalités. Elle dit, nous ne sommes pas en collaboration. Nous, on a une vision, on a un objectif. On lui a dit, non, on a une ligne rouge, faut pas traverser. Il a traversé croyant que on n'allait jamais s'associer avec ces gens-là. Parce que ceux-là, ils se sont associés avec les macronistes pour nous faire tomber dans beaucoup de localités. Les gens disent, ce sont les ennemis jurés. Mais, avec Dieu, il faut s'attendre à tout. Avec Dieu, merci beaucoup mon frère, merci infiniment moi, merci beaucoup. Marie-Anne Colli, comment tu vas? Jean Caboré, ça va bien? Alors, avec Dieu, il faut s'attendre à tout. Il n'y a jamais de jamais avec Dieu. Il n'y a jamais de jamais. Et voilà, elle va et persécuter le premier ministre Tom. Et Macron sort, Macron les insulte. Il dit, vous m'avez donné 5 ans. Je ne vais pas démissionner. Mais j'ai une bonne histoire pour vous par rapport à Macron. Est-ce que vous savez que Macron est le plus grand voleur de toute l'histoire de la présidence française? Alors, allez-y regarder sur YouTube où sont passés les millions de Macron. Vous allez voir tous les documents, les documentaires là-dessus. Les documents et les documentaires. Vous allez voir les recherches, vous allez voir les enquêtes. Que Macron n'est rien d'autre qu'un petit voleur. Un voleur. Et c'est pas n'importe quel voleur. Un voleur qui a détruit des vies. Un manipulateur et un corrompu. C'est pourquoi il est d'accord avec tous ceux qui sont mauvais comme président chez nous. Allez-y. Allez-y sur YouTube. Où sont passés les millions de Macron? Vous allez tomber sur des documentaires qui vont vous rendre malade. Et c'est cet homme-là qui dit qu'il est démocrate. C'est lui-là qui va dans nos pays et puis qui insulte les présidents. Mais la chute de Kaboré au Burkina, c'est Macron qui a fait tomber Kaboré avant même que, comment on appelle ça, avant que Ibrahim et ses frères d'armes n'agissent. Macron avait déjà tué Kaboré. Rappelez-vous de ce qu'il a dit dans cette université-là, à Ouagadougou, je crois. Le président était obligé de se lever pour partir. Regardez ce qu'il a dit à Philippe Tshisekedi au Congo. Ce dernier était encore obligé de partir parce que la France a fait des bêtises. Regardez les bêtises qu'il fait en Algérie. Il va s'allier avec le Maroc. Mais alors, c'est pas pour rien. Il y a des raisons. Et pour bien vous permettre aussi de cerner ce qui est en jeu. Je vais vous faire écouter ça, ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose que je voudrais vous faire écouter. J'espère que vous allez pouvoir bien saisir. J'espère bien. J'espère bien. Je vais voir si je peux. Il y a un élément que je voudrais vous faire écouter. J'espère, hein. Il y a un élément fondamental qui m'intéresse. Je suis tombé sur un élément qui, attendez, j'ai du mal à retrouver l'élément, mais, ouh, voilà, c'est ici. Vous voulez écouter la vérité? On va écouter la vérité ici. Écoutez ça. À quelques heures d'intervalle, le Tchad et le Sénégal ont exigé la rupture des accords de défense avec la France et le départ de nos troupes de leur territoire. C'est un double camouflet qui vient de subir notre pays. Alors, très exactement, ils ont demandé leur retrait, l'effort. Maintenant, comme Keïta n'aime pas tourner autour du pot, je vais vous montrer le visage de la personne. La perversion morale. Donc, quand Keïta dit quelqu'un est ceci ou cela, on peut ne pas peut-être saisir. Regardez bien le visage. Cette menteuse-là, regardez bien. Regardez bien. Hein? Facebook, regardez bien son visage. Avant, je vais commencer à la déconstruire. Vous avez vu son visage? Alors, écoutons son mensonge. On va écouter son mensonge. Faut parler. Pourquoi le volume est parti?
exactement prononcées. Mais ce qui est important de... Non. Faut pas... À quelques heures d'intervalle, le Tchad et le Sénégal ont exigé la rupture des accords de défense avec la France et le départ de nos troupes de leur territoire. C'est un double camouflet qui vient de subir notre pays. Alors très exactement, ils ont demandé leur retrait des forces françaises avec demande pour le Tchad de les renégocier. Le Sénégal ne sait pas encore exactement. Est-ce que c'est ce que le Tchad a dit? Alors c'est ça là qu'on a écouté. C'est ça qu'on nous a servi. Elle dit le Tchad demande la renégociation. C'est faux. Bon. Keïta, toi aussi, comment elle va venir mentir comme ça devant nous? Oh, Keïta, c'était un gros menteur. Keïta dit pas la vérité. Hé, Keïta, toi, tu es un gros menteur. Va écouter. C'est pas moi, hein? Il va parler. Vous allez l'écouter. Mesdames, Messieurs les journalistes, Il y a même pas là, mettez là qui voulait, même pas là. mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir. On va écouter, À hein. la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. Premier élément, rupture des accords de défense entre le Tchad et la France. Écoutons très bien. Alors, ce sont ces gens-là qui vont sur les plateaux et c'est ça qu'on nous a servi depuis l'indépendance. Un mensonge grotesque. Il n'y a aucune part de vérité, aucune sincérité. Elle ment et elle ment. Il n'a jamais été question de renégocier. S'il s'agissait de renégocier, au départ, c'est ce que le Mali a fait. Le Mali est allé chercher les accords de défense de la France, qui n'étaient même pas ni au ministère des Affaires étrangères, ni au ministère de la Défense et des anciens combattants. On allait fouiller et trouver ça sur le site du ministère des Affaires étrangères de la France. C'est là que le Mali a pris et puis le Mali a regardé. Ils se sont rendus compte que ça ne peut pas marcher. Il faut revoir. Le Mali a écrit à la France n'a jamais répondu. Quelle arrogance. Le petit voleur, le PD, l'homosexuel du président, menteur, voleur et criminel, il a cru que peut-être il était au-dessus. Jamais il n'a répondu. Ils ont relancé, il n'a pas répondu. Du fait qu'il n'a pas répondu, le Mali a agi. Mais le Mali a agi en disant que nous avons relancé, on voulait rediscuter. La France n'a pas fait. On a attendu, et la France n'a rien fait. Donc, nous étions dans l'obligation de prendre notre responsabilité. C'est ce que le Mali a fait. Mais le Tchad ne sait pas ce que le Tchad dit. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, Plusieurs secteurs, écoutez. notamment dans le domaine militaire. Ah, Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. donc, ça ne concerne que l'accord militaire. Il ne dit pas, on va pas acheter des armes avec la France. Il ne dit pas, si on a besoin de formation, on peut faire appel aux soldats français. Mais il dit l'accord de défense dans sa configuration actuelle, qui est obsolète, qui ne répond à rien, qui n'a aucune utilité. Alors, quand une menteuse vient, il dit, il faut renégocier. Alors, moi, je me pose la question, les gens n'ont pas un problème avec la malhonnêteté. Hein. Bon, c'était juste ma petite contribution par rapport à cette menteuse. On va continuer notre intervention. Alors, nous souhaitons le meilleur pour le nouveau gouvernement du Burkina Faso. Maintenant, révélons au Mali, EDM. J'ai été interpellé par
mon neveu, et la maman de Gaussou. Elle a cité le nom d'un idiot. En France, je lui ai dit, moi je suis un dictateur dans un certain nombre de domaines. D'ailleurs, j'ai demandé à mon jeune frère, vous pouvez le lui demander, ceux qui sont à Bamako, ceux qui le connaissent, hein, Thieba Traoré de Kati 24. Je lui ai dit, ce que j'ai dit au petit Gandhi malien, qui fait que ce petit, il n'est pas professionnel. Quelqu'un dit, je viens plus sur ton plateau, est-ce que ça fait de vous, est-ce que ça fait de moi son ennemi? Pas du tout. Je lui ai dit, si c'est pour recevoir les gens chez toi, sur ta petite chaîne de télé, et puis insulter la transition, moi, chez moi, d'État, je mets plus pied là-bas. Là où tu fais ton émission, Gandhi Mania ou bien quoi, là, je vais plus là-bas. C'est moi qui ai pris la décision, je vais plus. Parce qu'à l'époque, il avait reçu des gens qui se sont donnés à cœur joie d'insulter et dénigrer Assimi Goïta. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'est après cela que la sécurité d'État m'avait fait appel. Ça, c'est un point. J'ai dit à mon jeune frère Kati 24, il y a un gros noir qui est là-bas, là, ces temps-ci. Je ne sais pas si tu as voyagé. Il dit, non, grand frère, j'étais malade. J'ai eu le palu. J'ai dit, ah, propre. Il dit, bon, le gars, là, il faut lui parler. Parce qu'il y a des gens qui, à la recherche de la visibilité, ils se permettent d'appeler n'importe qui par moment et ça peut être préjudiciable. Je dis, je ne souhaite pas que ce qui est arrivé à Djoliba FM te soit arrivé. Il faut savoir choisir ce que tu invites sur ton plateau. Parce qu'il y a des gens qui sont une menace véritable et quand les gens vont se lever pour les frapper, il ne faudrait pas qu'on te frappe aussi. Je crois que j'ai été d'une bonne aide avec Gandhi Malien, même s'il est malhonnête, au moins, il a compris que c'est pas tout le monde qui doit inviter sur son plateau. Là, il a pris, il a compris. C'est la même chose que j'ai dit à mon jeune frère. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il y a l'intoxication, la désinformation, mais s'il n'y a pas de vérité dans ce que les gens disent, il appartiendra au président Assimi Goïta ou au premier ministre d'expliquer aux Maliens pourquoi on a accepté. Les gens me disent, il faut que ça marche, parce que si je parle trop, c'est pas bon. Est-ce que vous ne devez pas écouter d'abord ce qui s'est passé? Parce que moi, la manière dont j'ai compris, c'est pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit toujours à la transition ici au Mali. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que la communication, même si vous êtes militaire, vous avez quitté les camps pour venir vous asseoir, pour diriger le pays, peu importe militaire ou pas. Si vous ne faites pas de la bonne communication, votre allié, vous allez laver beaucoup de linge sale. Hein? Vous allez laver beaucoup de linge sale parce qu'il y a des gens qui vont se donner à cœur joie. Le vide que vous allez laisser, les gens vont le combler avec la désinformation, la manipulation et l'intoxication. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas pourquoi vous avez reconduit votre ministre de la communication. Je ne sais pas quel genre de deal il y a. Je suppose qu'il n'y a rien, mais je ne comprends pas pourquoi ce monsieur a été reconduit. Je jure au nom de tout ce qui m'est cher, s'il y a une déception que j'ai aujourd'hui au niveau de la transition malienne, c'est la reconduction du ministre de la communication. Si j'ai les moyens, heureusement je ne les ai pas, il ne ferait même pas une seconde à la tête de son ministère. Même pas une seconde. On l'a laissé pour des raisons que j'ignore. On espère que peut-être ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, peut-être que demain il va nous les montrer. On espère qu'on a tort. On espère que le choix mérite. On espère qu'il pourra faire quelque chose. Alors, on va laisser ça d'abord. Et puis, il a parlé, le ministre, quand il allait, Abdoulaye Maïga, il allait à l'EDM, après sa nomination. Il a demandé aux agents de l'EDM de lui faire des propositions. Moi, j'ai trouvé la démarche louable. J'ai trouvé la démarche raisonnable. Parce que Choguel a dit, il ne gérait pas le dossier de l'EDM. Et c'est le président Assimi Goïta qui était le président de la commission. Et il est toujours le président de cette commission. Question. Qu'est-ce que EDM va dire aujourd'hui au premier ministre Abdoulaye Maïga, que le ministre actuel, parce que c'est le même ministre qui a été reconduit, hein, à moins que je me trompe. EDM là, est-ce
Le ministre de l'énergie et de l'eau, c'est pas le même ministre là qui a été reconduit. Si c'est le même ministre qui a été reconduit, Mathilde, si tu es là, s'il te plaît. Si c'est le même ministre qui a été reconduit, ou bien s'il y a quelqu'un qui est là, si c'est le même ministre qui a été reconduit. Alors, qu'est-ce que ce ministre-là n'a pas proposé à la commission où Assimi Goïta siège par rapport au courant? C'est ça que moi je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Abdoulaye Maïga aujourd'hui? Que le DG de EDM, qui est membre de cette commission, ils n'ont pas dit au président Assimi Goïta. Moi, franchement, c'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire de nouveau? Parce qu'on a vu, j'ai entendu, on parle de 1000 propositions, 200 et quelques propositions. Quand le ministre même a reçu cette pile à regarder là, même si c'est 100 propositions, quand le ministre même regarde ça, est-ce qu'il y a du sérieux dedans? Hein? Alors, la question, est-ce que c'est le même ministre de l'énergie? Il a été remplacé, c'est pas ça? Le ministre a été remplacé, d'accord. Donc, avant qu'il ne soit remplacé, mais le DG est toujours là, non? Parce que moi, si j'ai un problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on enlève nos ministres et puis on laisse les DG là. Moi, c'est un problème que j'ai. Merci beaucoup les gars, merci. Moi, c'est mon problème. Parce que pour moi, si un ministre est parti, aujourd'hui, là, tous les ministres qui passent à cause de EDM, mais pourquoi le DG est là? C'est ce que je dis. Pour moi, c'est un problème. Quand vous enlevez un ministre, mais le ministre n'est pas le seul fautif. Le DG est là pourquoi? Parce que pour moi je reste, vous savez, le président drogué là, du Gabon, comment il s'appelle? Brice, c'est ça? Brice, quand Brice est arrivé, la question de l'énergie, il dit, je vous donne 3 mois. Les salaires là, d'abord je casse. Voilà ce que Brice a fait. Moi, je suis honnête sur un certain nombre de points. Je ne vais jamais manger dans une assiette où j'ai craché dedans. Ou bien où j'ai fait pipi dedans. Alors, c'était la dame là qui était là, elle est partie. Ouais, c'est vrai, c'était la dame là, elle est partie. Et le ministre a été remplacé. La dame est partie. Je crois que c'est un homme maintenant. Alors, Brice Clotaire au Gabon, il dit, salaire de 10 millions, 15 millions, c'est fini, j'arrête ça. 5 millions, c'est suffisant pour tous. Celui qui n'est pas d'accord, il rend sa démission et puis ça va. C'est ce que Clotaire a dit au Gabon. Deuxièmement, il a nommé un militaire pour superviser. Je vous donne 3 mois. Il dit logiquement, le travail que je te donne, c'est un travail de 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais je te donne 3 mois. Je veux un résultat. Mais quand le président Assimi Goïta lui-même est président d'une commission, et je vois que l'EDM sort des propositions. Mais attendez, honnêtement, est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions? Donc, ils ont des propositions, ils refusent d'aider le président. Et le directeur de l'EDM, qui présente ces propositions, est membre de cette commission. Monsieur le président Assimi Goïta, la question mérite d'être posée. Moi, j'essaie ici d'aider. Vu que les médias n'ont pas la compétence, les médias que notre argent paye, ils n'ont pas l'intelligence, monsieur le président. Ils n'ont pas la connaissance, monsieur le président. Ils n'ont pas la sagesse, monsieur le président. Ils n'ont pas l'expérience, monsieur le président. Ils n'ont pas la volonté, monsieur le président. Ils n'ont pas l'expérience, monsieur le président. Ils ne servent qu'à lire le communiqué et le journal télévisé. Abana, voilà leur mission à leur temps. Mabana terminé. Là où ils doivent parler, ils ne parlent pas. Monsieur le président, vous voyez, si demain, parce que j'entends dire que la population grogne, la population rumine dans le silence, mais elle n'est pas contente. Mais monsieur le président, vous croyez que c'est gratuit? Quand vous mettez un ministre qui ne mérite pas d'être là, monsieur le président, qu'est-ce que vous croyez que la population va faire? Ici, la population a juste besoin d'informations. La population ne vous a jamais demandé des miracles. Elle a besoin juste d'être informée. Alors la population se pose une question aujourd'hui, monsieur le président. Donc toutes les propositions là, on peut les faire, mais pourquoi Assimi est président de la commission et aucune de ces propositions on a vu arriver sur la table de cette commission?
Et encore, on dit, dans la proposition de EDF, ils disent, il faut aller négocier le courant avec les pays. Ils sont tellement intelligents, ils n'ont pas cité le nom. Hein. Ils disent, il faut aller négocier le courant avec des pays limitrophes. Mais nous tous on sait, c'est quel pays? Quels sont ces pays-là? C'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas cité de nom, mais c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, donc si on pouvait négocier le courant avec la Côte d'Ivoire, pourquoi les Maliens sont tous devenus propriétaires de groupes et ont tous des panneaux chez eux? Alors qu'on pouvait négocier facilement avec la Côte d'Ivoire depuis tout ce temps. C'est la question, Monsieur le Président. Moi, je soulève ici des questions, Monsieur le Président. Les questions que les Maliens se posent au plus profond d'eux-mêmes. Les questions qu'ils ont peur de poser. Peut-être si on parle, mais moi, je ne le dis pas parce que je n'ai pas peur. Je les pose avec respect. Je les pose avec la manière pour que vous compreniez. Je ne suis pas ici en train de dénigrer. La seule question que je pose, si on a pu donner toute cette panoplie de propositions au Premier ministre Abdoulaye, qu'est-ce qui les empêchait, eux, agents de l'EDF? Monsieur le Président, nous, on a des propositions à vous faire. Vous êtes le président de la commission. Et puis, ils viennent avec un document, mettre sur la table du président. Qu'est-ce qui les a empêchés? Et pourquoi? Pour la simple raison qu'Abdoulaye leur demande de faire des propositions. Est-ce que cela veut dire qu'aucune proposition n'a été faite avant? Ce sont des questions que chaque Malien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les Maliens se posent cette question. Si vous leur avez demandé, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de proposition? Alors, s'il n'y a jamais eu de proposition et que le directeur de l'EDF est content de présenter la proposition de l'EDF, moi je pense qu'il vient de prouver à suffisance, Monsieur le Premier ministre, le directeur de l'EDF vient de vous donner sa démission. Wallahi billahi tallahi bikali alala. Si j'étais Premier ministre, le directeur de l'EDF, en me présentant ce document-là, je lui ai dit, présentez-moi aussi votre démission. Vous saviez qu'on peut faire ça et vous n'avez rien fait. Êtes-vous pour le peuple ou êtes-vous contre le peuple? Je répète, si c'était moi à qui on avait remis cette proposition-là, Mekali, Wallah, Bila, Mekali, Alala, Mekali, le Kouraneka, Mekali, Faniba. Au rôle même, il faut dire directement, ok, les documents sont dans des cas d'émission. Il y a 10 placés et tout. Donc, il me sait qu'il y a tout malibé de là. Morotini président en tant que directeur de l'EDF, président des commissions Yamoro. Donc, Emasika, Hakisoro. Donc, Ekisika la Giniga. Maintenant, quand il y a une place, c'est plus sa place, il va partir. Nous, on n'insulte pas. Nous, on apporte les faits. Ici, est-ce que j'ai insulté? Non. Est-ce que j'ai accusé? Non. Le Premier ministre leur a demandé un travail. Ce qui est tout à fait normal, c'était sa prise de contact. Mais là aussi, le Premier ministre, de façon intelligente, il doit comprendre que ceux qui lui ont remis ce document, il y a un problème, Monsieur le Premier ministre. Donc, ils peuvent produire un document, ils n'ont pas produit le document. Évidemment, on ne va pas renvoyer tous les agents de l'EDF, mais les premiers responsables doivent payer le prix. Ça veut dire qu'il y a eu de la méchanceté quelque part. Ils n'ont pas voulu aider. Non, on a voulu aider, on a fait, mais apportez-nous la preuve que vous avez fait. Et puis on présentera nos excuses publiques. Moi, j'ai pas de problème pour présenter mes excuses si j'ai tort. Apportez-nous la preuve que vous avez apporté un document au président Assimi Goïta et qu'il a refusé de regarder. Apportez-nous la preuve. Donc, vous avez besoin qu'un Premier ministre vous le demande. Donc, vous ne savez pas que vous devez le faire. Alors que vous êtes payé avec notre argent. Et c'est là, il faut réactiver le barrage de Sélégué. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est des trucs que le président n'a pas fait dans cette commission. Parce que ici, là, quand vous regardez les propositions, c'est comme si le président a siégé dans cette commission-là pour rien. C'est la question qu'on a se poser. Est-ce qu'on doit être d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit se dire, le président a siégé pour rien? Alors qu'on nous dit que le président a passé des nuits blanches à réfléchir comment résolver la question de l'EDF. Alors comment, du coup, par un coup de bâton magique, on nous sort tous des solutions toutes faites? Donc vous avez laissé le président, toutes ces années seul, se battre. Donc vous avez des propositions, vous n'avez pas jugé utile de rencontrer votre président. Quand vous êtes dans une famille, la famille traverse des difficultés.
Et puis, le père est là, il se bat. Tous les enfants regardent le père, il se bat au quotidien. Pour que la famille, tout le monde puisse manger, tout le monde puisse s'en sortir. Mais c'est toujours dur. Il se bat, mais il y a encore des difficultés. Et puis un jour, le père dit, il appelle un frère à lui, qui est l'oncle des enfants, viens m'épauler dans ce travail parce que c'est un peu compliqué. Et l'oncle arrive, il va vers les enfants, quel est le problème? Comment on peut résoudre? Et puis les enfants sortent toutes les solutions miracles. Le père doit s'asseoir chez lui, dans sa chambre, et puis se sentir humilié et trahi par ses enfants. C'est ce qu'Assimi Goïta a vécu. Mais si vous ne savez pas le dire, vous risquez d'offenser le président. Vous risquez de dire des choses qui ne sont pas conformes. Est-ce que ce que le Premier ministre a fait, il a mal fait, il a très bien fait, c'est son devoir. Et dans la prise de contact, il leur a demandé des propositions. Alors, est-ce que c'est la ministre qui était un blocage entre les propositions de l'EDM et le président? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le directeur général de l'EDM qui n'était pas à la hauteur? Parce qu'aujourd'hui, on le trouve relax. Aujourd'hui, on le voit parler. On a vu même des anciens ministres qui sont venus dans cette condition-là de proposition de solution. Ces anciens ministres ne sont jamais allés vers Assimi Goïta. Est-ce que le directeur général de l'EDM a dit, Monsieur le Président, permets-moi de faire appel aux anciens directeurs de l'EDM, aux anciens ministres. Certainement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Est-ce que ça a été fait? Non. Monsieur le Président, voilà les questions. Et on dit aujourd'hui, on dit, allez-y négocier à la Côte d'Ivoire. La seule chose, Monsieur le Président, que je vais vous déconseiller de toute ma petite vie de merde, toute ma petite vie, à cause de Dieu, Monsieur le Président, n'allez pas négocier à la Côte d'Ivoire. À cause de Dieu, Monsieur le Président, n'allez pas au Ghana. L'humiliation que vous allez subir, si vous allez, wallahi billahi, ce sera mieux d'une démission, de quitter le pouvoir. Cette humiliation-là, vous n'allez pas pouvoir la supporter. Nous, on ne va pas pouvoir la supporter. Donc moi, je vous déconseille fortement de retirer ces propositions-là, des propositions qui ont été faites. Négocier avec la Côte d'Ivoire, c'est hors de question. Négocier avec le Ghana. La même énergie qui m'a poussé à vous dire de ne pas retourner au port d'Abidjan, c'est la même énergie qui m'a fait. Et c'est la même détermination. Billah, et je le jure avec un cœur sincère. Ce n'est pas la rancune. Vous avez dit, si j'ai échoué, c'est vous qui avez échoué. Mais ici, Monsieur le Président, en allant négocier en Côte d'Ivoire, on dira que vous avez échoué. Mais est-ce que c'est la jeunesse malienne qui a échoué? Non. 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 Ce ne sera pas la jeunesse malienne qui aura échoué avec vous. Ce sera un choix que vous avez fait. Mais si vous demandez aujourd'hui à la jeunesse malienne, elle va vous dire, Monsieur le Président, on vous soutient, on vous suit. Côte d'Ivoire l'a laissé tomber. On a déjà vécu. On a déjà connu des moments difficiles. La fin est proche. Tenez bon, Monsieur le Président, n'allez pas en Côte d'Ivoire, n'allez pas au Ghana. Voilà ce que la jeunesse malienne va vous dire, Monsieur le Président. Non pas d'aller négocier en Côte d'Ivoire. Ce sera quoi? La facilité. Si on avait les moyens d'avoir cette facilité-là, pourquoi on n'a pas adopté cette voie-là? Et pourquoi on a laissé tout ce temps et puis c'est maintenant qu'on va aller? Pourquoi c'est maintenant qu'ils font cette proposition? Mais cette proposition était sur la table, Monsieur le Président. Vous avez toujours dit non. Pour des raisons que vous connaissez. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Le respect de la souveraineté. Le respect des choix stratégiques. Et quand Abdoulaye Maïga, le général de division, quand il allait là-bas, à l'EDM, il a dit quelque chose que ni le ministre de l'énergie et de l'eau, ni le directeur de l'EDM, ils n'ont pas pris en compte. Monsieur le ministre, vous voulez que je vous démontre ça? Monsieur le Premier ministre, je vais vous démontrer le pouvoir de Dieu est assis, bien assis dans son tabouret. Vous avez dit, faites-nous des propositions, mais en tenant compte des trois axes qui
détermine l'action publique. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques du Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Voilà ce que vous avez dit à l'EDM ce jour-là. Alors là où je dis, est-ce qu'on vous a écouté, monsieur le Premier ministre? Oui et non. Ils savent très bien quelle est la nature de notre relation avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara attend? Que Assimi soit soumis à la volonté de la France. Est-ce que cela n'est pas un problème par rapport au respect des choix stratégiques de nos partenaires? Est-ce que cela ne remet pas en cause d'une certaine manière notre souveraineté? Évidemment que oui. Ils le savent. Et qui on appelle? Ceux mêmes qui étaient au sein de l'EDM, qui nous ont entraînés dans cette situation, c'est eux qu'on appelle pour nous proposer quelque chose. Je ne comprends pas. Moi, je suis perdu. Je supporte la transition. Mais là, ici, président, monsieur le Premier ministre, je suis perdu. C'est à cause de qui on est dans le problème aujourd'hui. C'est eux qui ont proposé solution. Les anciens ministres, les anciens DG, les anciens employés. Mais tout cela, ils se sont bien rappelés avant. Alors, donc, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, ils ont fait des propositions, on a compris. Mais déjà, vos détracteurs ont commencé. Vous avez échoué, vous n'avez pas le choix, c'est d'aller négocier en Côte d'Ivoire. Nous avons le choix. Nous ne voulons pas de la Côte d'Ivoire dans cette affaire de couronne. On ne veut pas le couronne de la Côte d'Ivoire. Accélérer la construction des centrales solaires. Remettez en route les barrages dont les turbines où les moteurs sont en panne. Travaillez dur pour les remettre en marche. Vous pouvez trouver des actionnaires. Vous n'avez qu'à déployer une démocratie, une diplomatie offensive. Allez chez nos partenaires, faites des propositions. Tout de suite, à l'état 3 mouvements, ils vont venir vous finir le travail tout de suite. Tombez d'accord avec eux. Combien? Quel sera leur pourcentage? Quel sera le pourcentage du Mali? Comment les barrages qui sont déjà existants, comment les mettre en marche rapidement avec de nouvelles turbines? Les centrales solaires, accélérer la mise en place. Accélérer aussi la mise en place de la centrale nucléaire. Négocier la Côte d'Ivoire, c'est hors de question. Négocier le Ghana, c'est hors de question. Parce que si vous négociez la Côte d'Ivoire, on ne sortira jamais de la CEDEAO. Peut-être que ça, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas vu ça venir. Ceux qui veulent qu'on aille en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas cité le nom de la Côte d'Ivoire. Mais je vous en prie. Vous croyez que quand vous êtes passé à EDM, c'est on n'a pas reçu d'aide d'appel? Les propositions, là, en un temps record, là, ces centaines de propositions, là, ce qui est aussi pour tomber dans le gueule. Non, on a qu'à être sérieux. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, 0. Je le dis. N'allons pas. La pauvreté dans la dignité est mieux que l'opulence dans la soumission. On a suffisamment encaissé. Alors, on me dit, parce que moi j'ai l'argent, chez moi il n'y a jamais eu de délestage, il y a deux groupes qui sont là, qui font à peu près 60, comme 60 caviar. Moi j'ai pas de problème, les autres ont des problèmes. Et moi je dépense tous les jours 30 à 35 000, tous les jours, que je peux le faire, les autres ne peuvent pas. C'est pas ça la question. Dieu ne bénit pas en même temps tout le monde. Il y a des gens qui ont été bénis avant moi, il y a des gens qui seront bénis après moi, il y a des gens qui sont bénis en même temps que moi. C'est pas ça la question. La question, ce n'est pas moi.
La question, c'est la fierté, c'est la dignité, c'est l'honneur qui est en jeu ici. Ça sert à quoi de dire que nous sommes indépendants et nous devons encore aller négocier? L'indépendance énergétique, c'est le souci de tous les pays sérieux. Vous n'avez pas une indépendance énergétique, c'est fini. C'est fini, vous n'êtes rien. La même manière, ces mêmes Ivoiriens et Ghanéens n'ont pas hésité à couper l'énergie au Niger. Monsieur le Premier ministre, j'espère que vous avez pris bonne note. Ceux qui ont fait cette proposition et le directeur de l'EDF qui a eu le courage de vous donner ça, Monsieur le Premier ministre, à votre place, j'aurais demandé sa lettre de démission dans les 24 heures qui suivent. Le directeur de l'EDF doit partir. Il est une partie du problème. Il n'est pas la solution, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le directeur de l'EDF est une partie du problème et non une partie de la solution. Qu'est-ce qui nous a amené à créer l'AES? À cause de l'injustice. L'injustice nous a amené à créer l'AES. La Côte d'Ivoire fait partie de cette injustice-là. Le Ghana fait partie de cette injustice-là. Le Nigeria fait partie de cette injustice-là. Alors, nous, je le dis, je le répète, Chokmal Keïta, vous savez, c'est quand vous allez au marché. Si j'ai des supermarchés, ce sera trop fort. Ce sera comme quand vous allez au marché, ou vous allez au stade. Même quand vous montez tous dans le même avion. Dans l'avion, il y a 2 places. Il y a la première classe, et puis il y a la classe économique. Quand vous faites vos interventions, il y a des fils de pute, je répète, il y a des fils de pute, des enfants de capotons percés, des bâtards qui vont venir écrire n'importe quoi. Je vous en prie, ne répondez pas à tout le monde. C'est la grâce que Dieu leur fait de venir sous l'arbre du baobab et apprendre. Maintenant, si vous êtes des merdiques, des vauriens, des minables, pourquoi vous ne faites pas vos propres interventions pour avoir, pour que les gens, c'est-à-dire, des gens, tu les mets devant le public, tu leur donnes un micro, ils vont balbutier, ils vont tituber, ils vont bégayer, ils ne pourront rien dire. Mais c'est ça, ces petits minables, ces vauriens, ces merdes de chaussures-là, quand vous parlez, qui viennent écrire. Et encore, avec quel genre de téléphone ils écrivent, ou avec quelle tablette, quel ordinateur. La plupart de ceux qui viennent écrire ces histoires de merde ici, je ne citerai pas dedans. Très souvent, je vous balaie, sans vous dire quoi que ce soit. Mais je parle pour que vous compreniez. Votre médiocrité, jusqu'à votre fin de vie minable, vous ne serez jamais à la cheville de Keïta. Jamais. Même mon fils Gaussou, il est 1000 fois mieux que des idiots comme vous. Vous savez de qui je parle, vous qui écrivez cette bêtise-là. Maintenant, je vous donne une chance. Soit vous la fermez, votre gueule qui pue la merde, soit je vous dégage. C'est simple. C'est mon direct. C'est pas votre direct. Et pendant mon direct, je suis le seul maître. Il n'y a pas de capitaine. Tu écris quelque chose de travers, je te fous au dehors. C'est simple. Je suis pas journaliste. Je cherche pas visibilité. Je m'en fous même si on me dit visibilité dans l'argent. Je te fous au dehors. Point barre. Des bêtises, tu vas écrire ailleurs. Moi, je suis l'enfant de ma mère, Mariam Diallo, de mon père Gaussou Keïta. Ce que je fais, la bâtard que vous êtes là, vous pouvez pas faire la même chose. C'est pas me direct là, vous allez me montrer que vous êtes des enfants mal élevés, des petits bâtards ratés. Et je vais vous recadrer. Et puis je vous fous dehors. Mon direct, c'est mon direct. Un point, c'est tout. Tu écris quelque chose que je n'aime pas, je tombe dessus, je te chasse. Je ne demande pas ton avis. Alors, donc, nous arrivons, et puis on nous dit, le Premier ministre, quelqu'un a écrit tout à l'heure, c'est une stratégie, il allait, effectivement, c'est à ça que j'ai pensé, au début. J'ai dit, il est très malin, Abdoulaye, il est très malin, très intelligent, il sait ce qu'il fait. Alors, il leur demande des propositions. Moi, je pense que
le directeur de l'EDF, s'il était suffisamment intelligent, mais je ne sais pas, il aurait pu dire à son ministre, à son premier ministre, nous avons fait des propositions au président à l'époque. On va voir quelle est d'abord la nature, c'est-à-dire quel est d'abord le statut des propositions qu'on a faites. Donc, si le Premier ministre vient, faites-nous des propositions. C'est comme si le Premier ministre part sur une table rase. C'est-à-dire, le Premier ministre vient, il dit, alors on part sur une nouvelle base. Mais il les acquis. Mais c'est dans leurs propositions. Renforcement, accélération, c'est pas de ça que je parle. Il ne faut que citer. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps. Je répète, ils ont pris le temps à sortir des milliers de propositions. Alors qu'ils avaient la possibilité de dire au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, premièrement, on avait fait des propositions au président. On ne sait pas jusqu'où la situation, parce que je me rappelle encore, la dernière visite de l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau en Russie. Elle a été appelée à monter sur le podium. Et on lui a dit de présenter l'état actuel de la situation. Où en est le Mali par rapport à la question énergétique, surtout par rapport au nucléaire, et puis par rapport aux centrales solaires, tout ça autres. Elle a fait un point. Un point, parce que c'est le ministre de l'économie et des finances qui était le chef de la délégation. Pour moi, je dis bien pour moi, peut-être qu'il aurait été un peu intelligent. Le mot peut-être c'est pas ça, mais un peu, pour moi, le premier pas peut-être aurait été d'abord de présenter, on est à quel niveau aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que, depuis la mise en place de cette commission présidée par le président Assimi Goïta jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a eu évolution, il n'y a pas eu évolution? Moi, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois le travail collégial, c'est-à-dire, c'est comme ça que je vois une association, un partenariat. Quand vous êtes partenaire avec quelqu'un, vous devez d'abord, le point c'est, on est où aujourd'hui? On est à quel niveau là? Le directeur de l'EDF, il ne sait même pas à quel niveau on est. C'est lui qui allait présenter ces milliers de propositions au Premier ministre. Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une incompétence? Est-ce que c'est une ignorance? Est-ce que c'est une insouciance? Alors, comment vous allez ramasser plus... Bon, limitons à des centaines, parce que ça frôlait mes oreilles. Tellement c'était balèze à mes yeux, j'ai dit subhanallah. Plus de 200 propositions. On va où avec ça? Il aurait été intelligent et sage de la part d'EDF, à travers son directeur général, de dire au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, on veut d'abord faire le point de l'état d'avancement des propositions que nous avons fait le président au sein de la commission. Mais je n'ai même pas vu ça. C'est-à-dire que c'est comme si cette commission, présidée par le président, n'a jamais existé. On va aller où avec ça? On doit revenir encore, reprendre tout à zéro, alors que le président a fait un travail dans une commission. À quel niveau ils sont? On ne sait pas. Alors, ces petits journalistes qui sont à leur table, on prend notre argent, on les paye là, même ceux qui doivent nous informer. Voilà. Monsieur le Premier, voilà encore. Vous êtes parti, il y a un trou qui est là encore. Il y a un trou. Je le répète, il y a un trou. La communication, tant que vous n'allez pas gérer ça, vous êtes allé à l'EDF, vous avez rencontré Chérif Ousmane, vous avez, mais, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu à l'ERTM, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que c'est dire que vous êtes satisfait du travail de l'ERTM, Monsieur le Premier ministre? Vous êtes satisfait du travail de l'ERTM? Vraiment? Avec tous ces manquements-là? Avec ce vide-là qu'il laisse? Ils ont dit, Keita, comme tu parles trop, voilà là la prise de Kidal. On s'en va à Kidal. Keita, pardon, il faut regarder où est Kidal. On va aller faire reportage à Kidal. À cause de Dieu, Keita, faut nous laisser. On est à Kidal. Oui, bravo, vous êtes parti à Kidal. Vous pouvez encore mieux faire que ça. Je vous ai vu à Kidal. J'ai vu le travail que vous avez fait à Kidal. C'est un travail extraordinaire. Continuez. Mais EDF là, zéro. Vous savez le dossier de l'EDF,
Parce que Boumabel même a été menacé, hein. J'ai vu ça quelque part. Les agents, je ne sais pas si ce sont les agents qui, là, ils ont menacé Boumabel, hein, de porter plainte contre lui. C'est-à-dire, voilà des Maliens qui refusent qu'on dise la vérité. Et le pouvoir actuel, la transition, moi je sais qu'à l'époque d'Ibrahim Baka Keïta, si nous tous on était avec Ibrahim Baka Keïta, on allait dire que ça fouille, te bali, c'était Oulika Bafaka. Tu pouvais jamais rêver. Parce que si nous on était avec, j'ai un exemple que je donne, si on était avec Ibrahim Baka Keïta, ça veut dire que forcément, on serait sous la protection. Au regard du service qu'on rend à Ibrahim Baka Keïta à son pouvoir, on serait sous la protection de son, enfin, je sais pas qui, son gouvernement, qui que ce soit. Tu sors par où on dit, hey, faut laisser ça tomber. Ça n'ira nulle part. C'est vrai que, ici, les militaires soutiennent personne. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, ils soutiennent personne. Mais, ce n'est pas une raison, quand les gens doivent dire oui ou non, tout de suite, il y a une convocation qui te tombe sur la tête. Ils disent à Boumabel, il a dit quelque chose, il doit se dédier. Sinon, ils vont porter plainte contre lui. Alors, c'est un certain Mali Konaté qui a publié un juste tombé dessus. Donc, c'est l'avocat de Boumabel qui a parlé, et des mots de confirme, il n'infirme rien. Il dit, ce qui est sur sa vidéo, allez-y, regardez et écoutez. C'est tout. Ils vont porter plainte, ils vont pas porter plainte, est-ce que c'est pas là? Parce que, il y a porté plainte, est-ce que la plainte est irrécevable? Souvent aussi, nos procureurs aussi, ils le savent très bien. Il y a des plaintes, c'est pas parce que tu vas porter plainte que forcément on doit accepter. Si c'est acceptable, si c'est recevable, oui. Si c'est irrécevable, c'est pas une plainte. Donc, on veut m'empêcher les gens de faire des critiques constructives. Vous parlez, on dit, ah. Donc, ça devient un jeu. Tous les soutiens de la transition, il faut les menacer, il faut les empêcher de parler. Et Abdoulaye Maïga, le général, mon général, ça là, tu vas devoir gérer. La transition, ça ne finit pas demain. Là où ça va devenir compliqué, là, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, là où vous allez voir, c'est quand vous allez commencer à lancer le processus électoral. C'est là où vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de nous, plus que nous de vous. Au dominant, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, tout bien. Mais quand vous allez rentrer dans le dernier carré de la transition, organiser les élections, et que tous les projecteurs seront braqués sur vous, et que les mensonges, les attaques, c'est là que vous allez vous rendre compte que votre ORTM, là, c'est du bidon. Et que vous, vraiment, vos soutiens sont de l'autre côté. Ça va arriver. Pas aujourd'hui, mais ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. On l'a vu. Au référendum. Et d'ailleurs, j'ai écouté une déclaration de notre ancien Premier ministre par rapport au référendum. Je crois qu'il n'a pas dit la vérité. Choguel, des fois, a été de prendre le travail des autres comme ton travail. C'est pas joli ce que tu fais, Choguel. On a vu, pendant la campagne, il y a un premier meeting qui avait été organisé par les partis politiques. Ceux qui sont allés berner encore à Koulouba, on leur a donné l'argent, ils n'ont rien fait. Et quand tous, on s'était plaint, on avait critiqué, c'est là qu'ils ont associé certaines personnes des réseaux. C'est ce qui a donné ce que nous avons vu au 26 mars. Mais Choguel a parlé, c'est comme c'était lui, son M5RP qui a fait ça. Je m'en parle. Après avoir été libogé, il était, je crois, à Bazin Blanc, là. Il a reçu les gens de chez lui, là. On dit, il reçoit les influenceurs, blablabla. Allez-y, écoutez, il a parlé de ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, doyen, toi aussi, tu déconnes, ça c'est pas ton travail. Tu as fait quoi ici? Quelle complication tu as fait? Qu'est-ce que toi, M5RP a fait ici? Ça c'est nous. On est bien vivant, bien portant, tu vas prendre le résultat de notre travail et puis tu as dit que c'est toi. C'est pas toi, doyen. Tu n'as jamais dit ça avant. Pourquoi c'est maintenant que tu as quitté la privature, tu as dit ça? Hein? Alors, donc, ça c'est ce que moi je voulais apporter comme ma modeste contribution. Dire au président parce que ici c'est la position du président que je défends un peu.
Le président, il est le président de la commission. Cette commission qui supervisait l'achat, l'équipement, la fourniture, la distribution du courant au Mali. Et le même directeur est toujours là. J'ignore s'ils ont fait des propositions. Mais quand vous regardez la panoplie, la liste, Bathily, comme tu es là, toi tu as écouté, c'est combien de propositions ils ont fait? S'il te plaît, faut sortir les chiffres, les gens vont voir. Bathily, pardon, rapidement, faut sortir les chiffres. Vous allez voir les chiffres. Mais donc, ils pourraient faire toutes ces propositions. Mais pourquoi le président n'a pas été saisi, n'a pas été informé? Je peux comprendre, je ne dis pas le premier ministre Choguel, l'ancien premier ministre, j'ai dit le président. Parce que c'est le président, lui et lui seul qui gérait. Le premier ministre n'était pas impliqué dedans. Choguel n'était pas impliqué. Au moins là, il faut reconnaître ça. Il n'était pas impliqué. C'est le président seul. Alors la question c'est de savoir, si vous avez fait sortir toute cette liste de propositions, mais vous n'êtes pas quitté au ciel pour tomber. Vous avez toujours vécu, vous étiez là. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner le président? Qu'est-ce que vous avez fait pour aider le président, pour soutenir le président, pour conseiller au président? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou bien c'est l'ancien ministre là qui vous empêchait? Au moins, il faut nous le dire. Parce que les Maliens ont besoin de savoir. Le Malien a besoin de savoir. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un premier ministre arrive, il demande à l'EDM de faire des propositions. Mais alors qu'il y a une commission qui est présidée par le président, quel est le rôle de cette commission-là? Est-ce que l'EDM a été empêché de faire des propositions au président dans cette commission? Est-ce que le directeur actuel de l'EDM, quelle était sa responsabilité? Donc, bon, les Maliens, monsieur le président, vous savez, les gens encaissent, et puis un jour, ils vont dire, monsieur le président, on veut savoir. Et quand ils vont commencer à dire, on veut savoir, c'est là, vous allez vous rappeler que j'ai toujours conseillé d'avoir une bonne communication et de parler au peuple. Parce que personne ne parle au peuple, et le peuple est dans le vide, dans le néant, dans l'ignorance. Et ça plaît beaucoup aux politiciens. Ils en profitent. Et le gap que je suis en train de remplir en ce moment, mon intervention ici, aujourd'hui, beaucoup de partis politiques vont commencer à me maudire pour ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils voulaient s'appuyer sur ça pour attaquer la transition. Moi, je ne sens que quand Dieu me pousse à sortir. Souvent, ça peut être difficile. Je vous le dis souvent, pour sortir, c'est souvent des petits combats un peu spirituels. Souvent, ça, je ne peux pas expliquer ici parce que beaucoup ne comprendront pas. Mais quand je dis ça, ceux qui sont vraiment connectés spirituellement, ils savent de quoi je parle. J'ai fait combien de jours je ne suis pas sorti? 3 jours. Alors, la question, c'est de savoir où était le directeur général de l'EDM qui était membre de cette commission. Alors, pourquoi aujourd'hui il s'empresse pour remettre sa proposition au Premier ministre et il n'a pas été capable de le faire au président alors qu'il était membre de cette commission-là? Donc, lui, il allait assister, il regardait le président prendre des décisions, la ministre prend des décisions, mais si la ministre a été débarquée, monsieur le président, je veux savoir pourquoi lui il reste. Pourquoi le directeur de l'EDM il reste? Il est là pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Vous avez débarqué le ministre de la Communication, le directeur de l'ERTM est resté. Vous débarquez le ministre de l'Énergie, le directeur de l'ERTM et de l'EDM est là. Moi, c'est des changements qui sont un peu, ça peut pas rentrer dans ma petite tête. C'est compliqué. Pour moi, quand on veut changer, le changement doit être radical. On change jusqu'à parce que tant que le directeur actuel ne partira pas de l'EDM, au nom de Dieu, sortez les milliers de propositions. Hey. Assez vous pouvez regarder. À Teta Rochi, monsieur le Premier ministre, à Teta Rochi, il va faire un barrage marqué. Il faut libérer le DG de l'EDM. Le DG adjoint, le directeur financier, le contrôleur, je ne sais pas. En tout cas, il faut nettoyer. Tu veux qu'on ait courant, monsieur le Premier ministre, il faut nettoyer à l'EDM d'abord. La question n'est pas seulement de changer le directeur général de l'EDM. Vous changez le directeur général. Vous changez le directeur général adjoint. Vous changez ceux qui ont leur main dans l'affaire d'argent. Vous changez ceux qui ont leur main dans la logistique, dans la maintenance. Tous ces directeurs vous payent des quinquabouilles. Et puis vous venez avec de nouvelles personnes. Mettez un militaire à la tête de l'ODM. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous ne voulez pas écouter. Mettez un militaire à leur tête, mais les sociétés d'État, le temps de la transition, mettez des militaires comme directeurs généraux.
Et puis vous allez voir les résultats que ça va vous donner. Ils n'ont qu'à dire que le pays est militarisé. Allez-y en Ouganda. Pourquoi le Mali envie l'Ouganda de Museveni? Museveni a dit une chose. Aucun civil dans les 20-30 prochaines années à venir ne sera président en Ouganda. Il a déjà décrété ça, c'est fini. Allez-y, regardez à la tête des grandes entreprises d'État en Ouganda. Ce sont des militaires. Regardez le travail extraordinaire que ce monsieur a fait. Il a connu la même situation que Paul Kagame. Paul Kagame, moi je ne savais pas alors que Paul Kagame était le chef du renseignement de l'armée ougandaise. Quand il lançait sa rébellion contre l'ancien président du Rwanda. Mais Paul Kagame, c'est au Rwanda qu'il a appris le travail bien fait, comment construire le pays. Moi, quand un pays est bon, je vais m'informer. Depuis que j'ai regardé le Rwanda une fois, deux fois, je suis devenu amoureux du Rwanda. Je l'ai regardé parce que notre chef d'État, Oumar, le général Oumar, chef d'État-major, il était là-bas, donc j'ai suivi son déplacement. C'est là que j'ai découvert comment le Rwanda, enfin, l'Ouganda est devenu une exception. Vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez l'argent du beurre et le beurre en même temps. Monsieur les militaires de la transition, ça ne marche pas. Vous vous assumez un point, c'est tout. Oubliez ce que les gens vont dire. Macron est le plus bâtard de tous les politiciens. C'est pas une insulte, c'est un fait. Vous n'avez qu'à aller regarder tout ce qu'on dit de Macron aujourd'hui. Le mot bâtard est le plus petit. Regardez tout ce qu'ils disent. Après la débâcle de son premier ministre, allez écouter le discours qu'il a fait. Donc, personne ne peut nous apprendre quoi que ce soit. Vous avez accepté de vous assumer, continuez à vous assumer. Ne vous arrêtez pas en chemin. S'il y a des directeurs qui doivent être évincés, évincez-les. Mettez des militaires si ça peut nous arranger. Mais amadouer des gens, le directeur de l'EDM, je ne le connais pas, je ne cherche pas à le connaître, je pense que si on me demande aujourd'hui, je jure au nom du Coran, quel est le premier directeur que je vais dire, non, vous avez fait, pas le premier. Je veux deux. On dit, oh, faut prendre un. Je dis, je prends pas. Si c'est deux, ok, d'accord. Quels sont les deux directeurs que tu vas chasser tout de suite? Sans préavis. Le directeur de l'ERTM, le directeur d'EDM. Je chasse tous les deux. Illico presque, sans réfléchir. Les deux, je les chasse. Ils sont pas à la hauteur. Moi, je dis, même le directeur de l'EDM, il a été pire que le directeur de l'ERTM. Il est dans une commission. Choguel a dit qu'on ne peut pas être d'accord avec Choguel, mais cela ne veut pas dire que tout ce que Choguel dit est faux. La façon de le dire, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais souvent il y a des idées, quand vous prenez bien, il ne sait pas le dire, mais ce sont des bonnes idées. Un homme doit avoir de la conviction. Il a dit. Qu'est-ce que le directeur de l'ERTM a fait, de l'EDM a fait? Il a la chance de rencontrer le président lors d'une commission, où il est membre, le président préside. Donc, il avait la possibilité de rencontrer ses collaborateurs. Faites-moi une proposition, je vais faire la proposition, je vais la présenter au président en commission. Il n'a jamais fait. S'il l'avait fait, et qu'Abdoulaye vient demander encore, il va dire, on a déjà fait une proposition dans la commission. Et lui, il saute aussi l'idée d'Abdoulaye. C'est comme, il n'y a jamais de proposition. Moi, ce que je dis ici, c'est Assimi Goïta que je défends. Parce que ici, quand vous analysez sérieusement, vous dites que, ben, attendez. Donc, c'est le président qui est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est ce que leur proposition là montre. Et c'est sur ça que les politiciens étaient prêts à tomber sur le président. Quand je dis on a une maison de télévision bidon, inutile, ridicule, où on dépense des centaines de millions pour zéro, c'est l'ERTM. Tous les Maliens ont le droit de savoir. Qui était le président de cette commission, c'est Assimi Goïta? Qui siégeait à cette commission? Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'énergie et de l'eau, le directeur de l'ERTM, le président lui-même, c'est un collaborateur. Mais qu'est-ce que le directeur de l'ERTM, de l'EDM, qu'est-ce qu'il a fait dans cette commission? On n'a jamais entendu qu'il a fait des propositions au président. Jamais. Alors que maintenant, il sort une liste de panoplie de propositions, chose qu'il aurait pu faire. Est-ce que le président lui a dit ne fait pas de propositions? Parce qu'au moins, c'est quand lui dit, le président était fermé aux propositions. Le président ne veut pas de propositions. Le président, alors que le président lui a dit, parlez, je vous écoute. La ministre a parlé. On peut ne pas être d'accord avec la ministre, mais Assimi donnait la parole en commission. Qu'est-ce que le directeur de l'EDM a fait? Rien.
Il a fallu que Abdoulaye Maïga leur tende tout simplement la main. C'est maintenant que tu sens qu'ils veulent travailler. C'est maintenant que tu sens qu'ils ont des idées. Mais pendant que votre directeur saisit à la commission, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Attendez, je vais lire ce que mon truc a écrit là, mon administrateur Bachili. Ok, renforcer la production énergétique, ça c'est bien qu'on peut tirer avantage de l'offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l'EDF, gouvernance et communication. Et la communication est revenue encore. Oh oh, communication. Oh oh oh. Oh, Keita, tu es trop fort. Donc communication là-bas. Mais la communication veut dire ici. Attendez, hein, donne-moi une seconde, je vais rester avec mon frère Bachili. Restez en ligne, s'il vous plaît. La communication. La communication. Aidez-moi à comprendre le sens de la communication. Il faut informer le peuple. Le peuple a le droit de savoir ce qui se passe. Maintenant, renforcer la production énergétique. Ça, c'est tout à fait bien. La question que je pose, quel est le statut aujourd'hui du renforcement de la situation énergétique? Est-ce que la commission où préside le président Assimi Goïta, il n'a pas pris des mesures par rapport à cela? Première question. Si les mesures ont été prises, ils auraient dû dire, on a déjà entamé une série d'innovations, une série de travail, de projets, de mise en place, d'exécution avec le président en commission. Au regard de ce que nous avons déjà réalisé, voilà ce qui reste à faire. Moi, je pense que c'est ce qu'il devait dire. C'est ce que je pense. Mais quand vous venez présenter un plan, on a l'impression que rien n'a été fait. Donc, je continue avec mon frère Bachili. Donc, il faut tirer avantage de l'homme énergétique régional. Tout le monde sait, Bachili, tu le sais, je le sais. Quand on parle de offre régionale, c'est une stratégie de la communication, c'est une stratégie de la parole. Il n'y a pas d'offre régionale. Quel autre pays, en dehors du Ghana et de la Côte d'Ivoire, peut lui donner de l'énergie dans la région? Montrez-moi. Le Sénégal n'en a même pas suffisamment pour lui-même. Okay. Le Tchad, oubliez ça. Le Niger et nous, on a les mêmes problèmes. Le Burkina, on a les mêmes problèmes. Qui va nous donner? Si c'est pas la Côte d'Ivoire, si c'est pas le Ghana. Donc, si on parle de la situation régionale, ça veut dire que si on doit nous donner l'énergie, c'est en restant au sein de la CEDEAO. On sort de la CEDEAO, l'offre qu'on va nous faire, ce ne sera pas pour les enfants. On dit, si vous êtes dans la CEDEAO, on vous vend le kilowatt à 5 francs. Si vous n'êtes pas dans la CEDEAO, on vous vend le kilowatt à 200 francs. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile de toi à moi, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes CEDEAO, on vous vend le kilowatt à 5 francs. Si vous n'êtes pas CEDEAO, on vous vend à 200 francs. Ce sera clair, ce sera ça. Parce que c'est par rapport au marché régional qu'on va nous vendre l'énergie moins chère. Mais si on n'est plus dans le marché commun de la CEDEAO, le prix CEDEAO ne s'appliquera pas à nous au kilowatt. C'est clair, vous le savez, je le sais. Alors, question. S'il y a eu déjà des propositions, pourquoi ne pas partir sur les acquis? Quelle est la situation aujourd'hui? Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de visiter tous les chantiers qui ont été déjà lancés. Le directeur de l'EDF aurait pu, moi, comme ça je vois, dire au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, voilà les projets qui ont été déjà lancés en commission avec le président. Nous sommes, voilà là où nous sommes, voilà où nous... Parce que les Maliens ont besoin de savoir, je répète toujours, on ne travaille pas pour les animaux, on travaille pour des hommes réfléchis, des hommes qui ont des oreilles, qui ont des yeux, qui raisonnent, qui ont un esprit, qui peuvent cogiter, dire aux gens, voilà les projets. Parce qu'aujourd'hui, vous allez demander à Malien, quels sont les projets qui ont été aujourd'hui lancés pour résoudre la question énergétique. Mais est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, monsieur le président. Est-ce qu'ils ont tort, monsieur le premier? Ils n'ont pas tort. Tout ce qu'on nous dit, on a assisté à la pause de la première prière à Bana. Mais est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. La communication peut être une arme efficace pour une communion véritable avec le peuple. Mais le manque de communication peut aussi être une arme très dangereuse dans la gestion politique d'un État. Quand le peuple n'est pas informé,
c'est le désordre. Chacun dit ce qu'il veut. Monsieur le Président, EDM même pas de communication. Le peuple doit être informé. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Le peuple doit le savoir. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Le peuple doit le savoir. En combien de temps la première centrale sera disponible? Le peuple doit le savoir. S'il n'y a pas d'avancement et qu'il y a eu un blocage, on peut toujours expliquer au peuple pourquoi il y a eu un retard. Mais ne rien dire, c'est dangereux. Les militaires, c'est la grande muette, mais ça, c'est dans les cavernes. Dans les cavernes, dans les casernes, dans les camps militaires. Mais quand vous venez dans la politique, on ne parle pas, souvent ça ne répond pas. Parce que là, c'est pas des militaires au garde-à-vous que vous gérez, mais des hommes avec des idées. Des hommes qui sont bons, comme des hommes qui sont fous. Mais vous êtes obligés de les gérer tous. C'est pas des militaires qu'on a rasé la tête, qui vont venir s'arrêter au garde-à-vous pour parler jusqu'à... Ils sont là, ils bougent pas, ils peuvent même pas tousser. Le peuple, c'est pas ça. Il y a tout le monde dans le peuple. Donc, il faut communiquer avec le peuple. Il faut parler avec le peuple. Il faut informer le peuple. On a besoin de ça. Nous aussi, pour vous aider, pour vous accompagner, on a besoin de savoir un peu pour pouvoir bien vous accompagner. Moi, je pense que le directeur général de l'EDM doit être début de ses fonctions. C'est ma position. Quelles que soient les propositions qui semblent être alléchantes, ils avaient la possibilité de faire ces propositions-là en commission. Ils ne l'ont pas fait. Et dans la présentation même des doléances ou des propositions, j'aurais souhaité voir que des actions ont été déjà entreprises. J'aurais souhaité même voir le nom du président être cité. On a déjà fait certaines choses avec le président. Mais le président a été complètement et totalement mis à l'écart. Et ça veut dire que le président a créé une commission juste pour la forme. Là, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Il était le président d'une commission, je vous en prie. Donc, il était dans cette commission. Pourquoi? Il était dans cette commission. Pourquoi? Si on repart à zéro, il était là-bas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Monsieur le Président, je pense que, bon, ça c'était notre petite façon à nous. Je répète, Monsieur le Premier ministre, le directeur général de l'EDM doit partir. C'est ma conviction, c'est ma position. Je ne dis pas que forcément ça doit être ça. Mais un directeur qui siégeait dans une commission, qui a le courage de venir vous présenter de nouvelles propositions et occulter que lui-même il était dans une commission présidée par le président, ne pas faire le point de ce qui a été fait avec le président en commission, je pense que cette personne-là ne méritait pas la confiance du peuple malien, encore moins la confiance du Premier ministre ou celle du président. C'est ma position. Je peux me tromper, mais j'espère ne pas me tromper. Parce que cette affaire de courant-là, on sait un peu, on peut pas dire qu'on sait tout, mais un peu. Donc, il est aussi bon souvent que, moi c'est ça. Mon seul problème, c'est que, ils sont pas, c'est-à-dire, ils font si comme, je sais pas quoi. C'est-à-dire, ils font si comme, le président n'a jamais rien fait. Mais alors qu'il est dans cette commission. Alors, membre enfin, il présidait cette commission. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Au point de ne même pas dire son nom. La ministre est partie, ça je peux comprendre. Mais le président a fait quelque chose pendant cette commission-là. Il y avait un travail qui a été fait. Mais EDM ne nous a pas dit qu'on détournait là-bas les véhicules de carburant. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Alors, quand vous allez demander aux voleurs de vous donner la solution pour ne plus voler, moi je pense que c'est très simple. Hein? La chanson est connue. Ce n'est pas moi. La ministre a parlé, le monde a entendu. Je ne dis pas que vous êtes des voleurs. La ministre a dit que des camions, des citernes ont été détournés. Point barre. Si vous n'avez pas porté plainte contre elle, pourquoi vous allez porter plainte contre d'autres personnes? Elle est encore vivante, elle est là.
Elle n'est plus ministre, elle est portée plainte contre elle. Elle a dit. C'est pas dans ça le petit, là, petit Gambi ou bien quoi, là, même, là, je sais pas, petit quelque chose comme ça, là, et qui s'est retrouvé en prison. Il a dû payer pour qu'il soit libéré. On a vu comment beaucoup de stations au Mali ont été ouvertes. Les exonérations, comment ça a été utilisé. Alors, quelqu'un qui a commis tous ces crimes-là, on va lui dire, fais-nous des propositions. Je sais pas trop, hein. Peut-être que c'est par rapport à ça que le président a pris sa distance et puis il a nommé un nouveau directeur général. Mais est-ce que pour autant le mal s'est arrêté? Est-ce que le cancer n'a pas continué à se propager? Le cancer s'est métastasé et le cancer s'est bien installé au sein de l'EDF. Allez demander à l'EDF de proposer des solutions. C'est un gentleman, c'est un bon politicien, c'est un très bon communicant, il aime le corps à corps, notre premier ministre, il est excellent dans les approches, mais je ne crois pas que les solutions qu'ils vont proposer soient des solutions miracles. Je ne crois pas que ces solutions vont sauver quoi que ce soit. Ce sont des solutions qui ont été déjà faites quand le président était président de cette commission. Je suppose que cette commission existe toujours. Si cette commission existe toujours, d'où viennent ces solutions-là, alors qu'on aurait pu aussi informer? Hein? C'est la vie, hein? Bon, on peut pas, je sais pas comment vous le dire. Bon, il y a des informations intéressantes sur, waouh. Je répète encore, il y a des informations intéressantes sur ces petits bandits-là. Ceux qui ont créé, comment ils appelaient ça même là? Le Front de libération de l'Azawad. Alors, je voudrais dire à ces petits rebelles, tous les fronts de libération là, hein? Je sais que l'Algérie a fait pour lui, mais l'Algérie c'était par rapport à l'indépendance. Jonas Savimbi a été l'un des plus grands rebelles de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Jonas Savimbi avait un problème personnel. Paul Kagame, c'était totalement différent. Museveni, c'était totalement différent. Paul Kagame n'a jamais demandé la partition de son pays. Museveni n'a jamais demandé la partition de son pays. L'Angola, le gars là, Dos Santos, dans Jonas Savimbi, il voulait la partition de l'Angola, les Biafra au Nigeria, il voulait la partition. On sait comment ça s'est passé, on sait comment ça s'est terminé. Alors, quand ces petits rebelles veulent la partition du Mali, peut-être ils croient pouvoir appliquer le système du Soudan. Regardez à quoi ressemble le Soudan aujourd'hui. Deux généraux s'affrontent, deux généraux qui se font palabre qui ne finit pas. Ça fait combien d'années? On a même oublié le Soudan. Est-ce que c'est le Soudan? C'est ça, non? Non, ouais, c'est le Soudan de El-Béchir, non? Voilà. Omar El-Béchir. L'autre Soudan, il y a palabre là-bas entre le pouvoir de El-Béchir, enfin l'ancien pouvoir d'El-Béchir, et à l'intérieur même de ce pouvoir encore, il y a deux fractions qui se battent. Les pro-russes et les pro-occidentaux. La Libye, c'est la même chose. On a vu la Syrie. Alors, ceux-là, ils croient, je vais développer ça prochainement, mais je prends juste le décor, ils croient pouvoir lancer une véritable offensive, une sorte de rébellion, et puis en même temps faire des propositions. Comme l'Union européenne, la proposition de Paul Kagame. Vous me soutenez dans ce que je fais? Je vous donne les ressources naturelles dont vous avez besoin au niveau du Congo. Et Kagame n'a jamais accepté la délimitation actuelle du Rwanda. Paul Kagame n'a jamais accepté ça. Il dit selon les faits, selon l'histoire, la partie, comment vous appelez ça, cette partie du Kivu, l'Est, la RDC, là, dans la tête de Paul Kagame, c'est le Rwanda, ça appartient au Rwanda. Et puis, effectivement, quand vous regardez,
C'est comme des familles qui sont à cheval entre le Congo et puis le Rwanda. Et beaucoup de ceux qui sont là-bas ont des affiliations rwandaises. Donc Kagame se base sur ça, il dit ça c'est son territoire, il laisse pas. Alors, tout le monde se tait, on le regarde, on l'assiste, et nous savons que le Congo n'a pas les moyens, n'a pas les capacités, n'a pas la force pour combattre l'armée rwandaise. Ils ne peuvent pas. C'est un petit pays, mais ils sont un peu comme la Corée. Ils sont un peu comme le Japon. Ils se sont équipés sérieusement. Ils ont des armes qui font couper le souffle. Et si Tshisekedi veut s'abuser, il n'a pas caché, hein, Kagame. Il dit le missile qu'il a, et les Américains ont pris la photo satellite, ils ont envoyé à Tshisekedi. Il dit le missile qu'il a, le missile est directement orienté sur le palais. Il lance le missile, en quelques secondes, il va frapper ton palais. Et puis personne ne va sortir vivant dedans. C'est pourquoi le président, là, il a fermé sa bouche. Au moins, il gueulait, wow, 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 mais là, il a fermé. Parce qu'on lui a montré les images. Et puis on lui a montré la force de frappe du missile en question. Je ne sais pas avec qui il a acheté ce missile-là, mais il s'est équipé en douce, dans le silence. Former son armée, je crois que les Américains ont beaucoup contribué à la formation de son armée, puisqu'il a travaillé un peu avec Kabila. D'ailleurs, Kabila, c'est à partir du Rwanda même que ils ont chose, ils étaient tous d'accord, c'est-à-dire Kabila, Museveni et puis Paul Kagame. Les trois étaient d'accord sur tout. Tout. Et même le fils de Kabila, là, celui qui est au pouvoir, là, c'est pas un Congolais pur sang, hein. C'est un Rwandais. Le fils de Kabila, là, celui qui a laissé le pouvoir, là, non, c'est un Rwandais. En réalité, oui, c'est un Rwandais.